à... Diaspora FM, le journal. Vendredi 9 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Malversation à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, plus de 13 milliards de francs CFA détournés, dont environ 34 millions pour doter des directeurs en boissons. La question a été débattue en Conseil des ministres. 600 nouveaux agents accueillis dans l'effectif de la police républicaine ce jeudi 8 juillet à l'École nationale des brigadiers et agents de police à Porto Novo. Cet effectif est destiné à renforcer la police républicaine dans sa mission de sécurisation des personnes et des biens. Un sommet G5 au Sahel a lieu ce vendredi 9 juillet en visioconférence. Emmanuel Macron participera à la réunion pour débattre de la fin progressive de l'opération Barkhane. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. Le gouvernement béninois renforce l'effectif des forces de sécurité en recrutant 600 nouveaux agents de la police républicaine. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation ce jeudi 8 juillet 2021 à l'École nationale des brigadiers et agents de police à Porto Novo. À l'occasion de la cérémonie, l'un à la suite de l'autre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alassane Seydou, et le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, ont rappelé aux nouveaux agents les responsabilités qui leur incombent dans l'exercice de leurs fonctions. Policiers, c'est s'engager pour servir la République, pour combattre l'injustice, la délinquance, pour protéger malgré les risques, malgré les difficultés. Ce choix qui est le fruit de votre engagement personnel à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens exige de vous de multiples sacrifices. Ce faisant, la courtoisie, le respect de l'autre et le sens de l'honneur devront guider toutes vos actions qui demeurent indispensables à l'équilibre de la société. À l'issue de la formation professionnelle qui a globalement duré 9 mois, je puis vous affirmer que les savoir-faire et savoir-être inculqués à ces élèves sont en parfaite adéquation avec les exigences sécuritaires du moment. Chers élèves, vous voici au terme de votre formation. Vous avez été familiarisés aux valeurs cardinales qui fondent notre institution. L'intérêt que vous accordez à cette formation me donne l'assurance que les objectifs visés sont largement atteints. Vous partez de cette école outillés et aguerris pour servir notre nation. Vous ne devez donc pas oublier que tout le peuple béninois attend beaucoup de vous et j'ai la certitude que vous saurez donner le meilleur de vous-même pour mériter cette confiance. Vous garderez aussi à l'esprit que seul le travail bien fait et vite fait vous garantira un avenir radieux. Les 600 nouveaux agents de la police républicaine ont reçu une formation militaire commune de base durant 3 mois et une formation pratique de 9 mois. Pendant la formation, les agents ont acquis les savoirs nécessaires pour assurer convenablement leur mission. Les récipiendaires ont promis de servir la nation sur toute l'étendue du territoire national. Écoutons le porte-parole Franco Aïtieou. Lourde est la charge qui pèse désormais sur nos épaules, remarquablement décrite dans le Code d'éthique policière. Servir l'humanité, sauvegarder la vie et la propriété, protéger l'innocent contre la tromperie, avoir une conduite irréprochable et agir toujours avec pondération. En s'appuyant sur ce passage plein de sens, pour nous rappeler combien notre mission est importante et exige de nous une minutie sans égale dans l'exercice de nos fonctions. La fin d'une formation, certes, mais le début d'une carrière. Nous avons ainsi le devoir d'exercer cette fonction avec noblesse, dignité, fierté, désintéressement et passion de servir la patrie, le tout dans le respect, l'humanisme et surtout avec intelligence et professionnalisme.
Le fonds routier et la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam SA sont désormais dissous. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 7 juillet 2021. Selon le gouvernement, le maintien du fonds routier ne se justifie plus car ses attributions fondamentales sont désormais dévolues à la Société des infrastructures routières du Bénin-Sirbe. Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, la dissolution du fonds routier et de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam SA. La Société des infrastructures routières du Bénin, SIRB SA, créée en 2018 a, entre autres attributions, la gestion, le développement, l'entretien et l'amélioration de la qualité des infrastructures routières et autoroutières. Elle veille aussi à accroître et à sécuriser les ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes. Dès lors, le maintien du fonds routier ne se justifie plus car ses attributions fondamentales sont désormais dévolues à la SIRB SA. S'agissant de la Cobenam SA, elle se trouve dépourvue de tout engin de navigation depuis 1990. De même, la disparition progressive des armements de la sous-région avec lesquels elle nouait des partenariats fait qu'elle a définitivement cessé d'exercer l'activité de transport maritime à partir des années 2000. Aussi, les activités subsidiaires de consignation et de transit qu'elle mène sont-elles devenues résiduelles. Au total, l'objet social de la compagnie est vidé de sa substance et son maintien en activité est sans pertinence. C'est pourquoi le Conseil a acté la dissolution de ces deux entités, puis procéder à la nomination des liquidateurs. En point 2 sous ce chapitre, la modification du décret portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Au terme du dit décret, le caractère représentatif de la centrale ou de la confédération syndicale lui donne droit de prendre part aux activités des organes consultatifs de concertation et de négociation collective au niveau national, proportionnellement au nombre de sièges disponibles. Mais la démarche du gouvernement étant que les trois confédérations concernées soient représentées au sein de toutes les instances de dialogue social, l'article 8 du décret numéro 2020-458 du 23 septembre 2020 portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin a été modifié. Ainsi, les modalités de répartition des sièges au sein des instances du dialogue social à l'issue des élections professionnelles nationales, départementales ou municipales ont été définies selon les différents cas de figure qui se présenteraient. En adoptant ce décret, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique à l'effet d'en assurer la bonne application. En point 3, l'adoption du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La relecture des textes organisant le dialogue social est nécessitée par le nouveau paysage syndical issu de la 3e édition des élections professionnelles nationales. Elle a consisté en la fusion des attributions du Conseil national du travail, de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires avec celle de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement central et confédération syndicale. La fusion des attributions de ces organes présente les avantages ci-après. Faire bénéficier à la nouvelle commission de négociation collective de la présence effective des ministres en personne au cours des débats concernant les problèmes des secteurs privés, parapublics et publics. Permettre à l'ensemble des acteurs du dialogue social, privés, publics et syndicats d'avoir une vue d'ensemble des problèmes qui se posent dans chacun des secteurs, surtout que les problèmes sont assez souvent communs ou liés. Responsabiliser toutes les parties et bénéficier de l'expertise des uns pour mieux appréhender les solutions pour les autres. Renforcer la dynamique de collaboration entre le privé et le public pour la prévention des crises et la résolution des différends. En adoptant ce décret, le Conseil des ministres a instruit tous les ministres concernés par le dialogue social et les négociations collectives de mener, en collaboration avec les organisations d'employeurs et les confédérations syndicales de travailleurs représentatives, des actions visant à prévenir les crises et à gérer les différends sociaux.
Le dossier de malversation à l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a été également débattu en Conseil des ministres. Plus de 13 milliards de francs CFA détournés, dont environ 34 millions pour doter des directeurs en boisson. Wilfried Léandre Roumbedi, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Un audit réalisé sur la période de 2016 à 2020 a fait ressortir de graves irrégularités. Les défaillances relevées portent aussi bien sur l'organisation générale de l'agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l'insuffisance du personnel technique, la pléthore d'agents d'exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, ainsi que le défaut de protection de celles-ci ou de l'intégrité du système informatique. Un tel contexte a favorisé, au cours de la période sous-revue, des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés, 191 millions de francs CFA s'agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d'immatriculation. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA, ainsi que des dossiers d'immatriculation dont les quittances de paiement n'ont pu être fournies. Il figure aussi des cas d'usage non élucidés d'intrants d'immatriculation acquis par l'agence au cours de la même période. Le rapport révèle également l'adoption irrégulière d'une convention collective accordant des avantages exorbitants au profit des agents. À titre illustratif, il s'agit d'une prime bimestrielle octroyée à l'ensemble du personnel et qui, à l'analyse, est un complément de salaire déguisé, d'indemnités et primes dites de fonction administrative et politique allouées au directeur général et à son adjoint, comprenant entre autres des primes de responsabilité et indemnités compensatrices de logement, alors même que d'autres rubriques de la Convention les prévoient déjà. De l'octroi à tous les directeurs d'une prime de gestion calculée à partir du résultat d'exploitation de l'agence, du paiement chaque année d'une gratification correspondant à un mois de salaire, consacrant ainsi une pratique de 13e mois en violation des règles appliquées dans l'administration publique, du paiement d'indemnités pour travaux spéciaux estimés à 88 825 500 francs CFA alloués de façon abusive pour intéresser des membres de plusieurs comités mis en place pour des tâches relevant normalement de leurs attributions, d'un soutien financier de 500 000 francs CFA en cas de décès du travailleur en activité et de 200 000 francs CFA en cas de décès du travailleur à la retraite. En outre, il ressort du rapport d'audit que des avantages indus ont été consentis aux administrateurs de l'agence. C'est ainsi que, de 2017 à 2019, il leur a été versé, indépendamment de leurs indemnités réglementaires de fonction, des jetons de présence ainsi que des dotations annuelles de frais de carburant pour un montant de 35 320 000 francs CFA. De même, il est à signaler des décaissements résultant d'actes anormaux de gestion évalués à 180 400 016 francs CFA, dont la dotation en boisson au profit de l'ensemble des agents ayant rang de directeur pour un montant de 34 413 645 francs CFA. Dans le rang des citoyens, cette malversation suscite indignation et désolation. Quelques-uns se sont prononcés au micro de Aristide Setting. J'ai tout de suite tiqué quand j'ai appris la jeudi, mais je me suis demandé, mais il y a encore des malversations comme ça dans ce pays avec la rupture. J'ai été très étonné. Bon, je crois que les mises en cause seront jugées et mises en prison, c'est tout. Parce que cette somme, elle est énorme. Elle peut servir à quelque chose. Elle peut servir à surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi et tout ça, on crie tous les jours, les jeunes sont au chômage, tout ça. Ça peut servir à ça. Qu'un groupe de personnes, 2-3 personnes s'accaparent de cette somme. Et puis moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que le gouvernement a attendu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui avant de faire sortir ces affaires. C'est ça qui me surprend. De toute façon, mieux vaut tard que jamais. Ils ont été arrêtés et puis bon, on suivra le processus, comment ça va se terminer. C'est un sentiment de désolation parce que je ne pourrais pas croire que au temps du président Talon, au temps du nouveau régime du départ, et des individus à qui on a accordé des confiances se permettent de dilapider les fonds, de détourner les fonds. Et ça fait mal.
parce que je crois que le président de la République croyait lui aussi en ces personnes qui peuvent changer avec lui le pays, mais c'est de la désolation totale. C'est très malheureux dans un pays où rien ne va, où rien ne bouge, et tout le monde souffre. Et certains ils se réunissent et puis ils dilapident 13 milliards, donc c'est malheureux. Donc le pouvoir en place doit gérer ça, le pouvoir en place doit faire au grain pour que ces gens-là soient arrêtés. Vraiment c'est déplorable. Les vrais tueurs de ce pays sont nos cadres. Et je pense que le gouvernement doit taper fort. Parce que nous savons qu'il y a déjà des instruments qui sont mis en place pour pouvoir sanctionner les prédateurs de l'économie. Donc dans cette lancée que le gouvernement s'est lancé, je voudrais qu'ils aillent au bout et que les vrais fossoyeurs soient tapés fort, quel que soit leur bord politique. Ce journal se poursuit, atelier préparatoire à la revue annuelle 2021 des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, ce jeudi 8 juillet 2021 à Cotonou. Plusieurs cadres de l'administration béninoise y prennent part. Frédéric Espoir Oumambou pour le compte-rendu. C'est un atelier qui vient en prélude à la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine de l'année 2021. Une rencontre qui rassemble la commission de l'UEMOA au Bénin et les représentants des ministères impliqués dans les actions communautaires. Pour Armand Souton, au-delà des performances réalisées par le Bénin, le pays reste encore très ambitieux. L'ambition de cette année est d'amener le Bénin au premier rang en matière de taux de réalisation des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. C'est pourquoi, en prélude à la revue annuelle de 2021, il est souhaitable de faire le point du niveau de mise en œuvre des recommandations de l'UEMOA à l'endroit du Bénin et de procéder à des réglages en vue d'améliorer le score du Bénin lors de la revue proprement dite. Le présent atelier vise donc à évaluer le niveau d'avancement de la transposition et de la mise en œuvre des directives, règlements, décisions de l'UEMOA pour lesquelles vos ministères respectifs sont impliqués. À en croire le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin, cet atelier est une auto-évaluation, un exercice fortement recommandé aux États membres. Comme vous le savez déjà, l'atelier d'aujourd'hui, qui nous réunit donc ce matin, rentre dans le cadre des préparatifs de l'édition 2021 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Auparavant, il sera sans doute nécessaire, au cours de cet exercice, de faire le bilan de l'édition de 2020, d'aborder les dispositions aussi nécessaires pour l'organisation, la tenue de la revue de 2021. Avant de lancer les travaux, le représentant du ministre d'État en charge de l'économie rappelle l'importance que revêtent pour le Bénin les actes communautaires. Le Bénin, à travers le pilier 2 du programme d'action du gouvernement, a mis l'accent sur l'accélération de l'intégration sous-régionale. C'est ce qui justifie l'attention particulière que notre pays accorde au suivi et à la mise en œuvre des actes communautaires en soutenant cette évaluation qui participe au respect des normes et des engagements communautaires. Le présent atelier prend fin ce vendredi 9 juillet à Cotonou. Retour à Calavi, l'abstention des élus conseillers du bloc républicain d'Abomey-Calavi lors du vote du deuxième collectif budgétaire gestion 2021 de leur commune est toujours au cœur des débats. Après la sortie ce mardi 6 juillet de leur collectif pour expliquer les raisons de leur vote, les populations apprécient l'opportunité de cette démarche. Suivez plutôt. Aujourd'hui, nous avons un président qui a déclaré la nouvelle mandature hautement sociale. Et je pense que le maire s'inscrit dans cette dynamique en remontant, n'est-ce pas, le budget lié et allant dans le sens de la distribution des kits scolaires aux apprenants sous sa tutelle. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idée que le maire a bien voulu augmenter ce budget. J'aurais souhaité que les distingués, les conseillers, n'est-ce pas, attendent le maire à la fin de l'exercice des 150 millions, puissent lui demander le compte. Comment est-ce que ces 150 millions-là sont gérés? C'est au temps du maire Bada
qu'il y a eu l'avènement du fait foncier. Et l'actuel maire est venu voir ça. Et c'est une prestation qu'il est venu voir. Je pense que si les conseillers pensent que les clauses qui sont dans ce contrat n'avantagent pas la mairie, il faut aller à une table de négociation et comprendre les tenants et les aboutissants. Le point lié au cimetière. Là également, c'est également une prestation. Il faut aller voir les contrats de base. Dans leur démarche, nous avions compris qu'ils étaient dans une démarche d'aider le maire de la commune d'Abomey-Calavi à suivre la droiture. Et quand on prend par exemple le système de fer foncier dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un système que nous avions tous déploré parce que nous citoyens nous ne savons pas de façon claire à quoi sert ce système. Quand nous prenons par exemple les kits scolaires qu'on distribue aux élèves dits démunis et excellents, voyant un peu la qualité des kits distribués, que nous connaissons les chiffres, comment on peut porter cela à 150 millions? Et c'est une nouvelle ligne budgétaire qui a été créée. Donc je vois que ces conseillers communaux sont dans une bonne démarche puisque nous n'allions pas tout le temps retrouver un maire en prison après la fin de son mandat ou avant la fin de son mandat. Ce qui a créé même la conférence de presse pour nous autres, c'est plutôt les réactions après le vote. Vous savez, un conseil communal n'a pas un mandat impératif. Ouais, nous n'avons pas d'ordre à recevoir de quelqu'un avant d'aller voter. Nous sommes tous intellectuels, nous avons la capacité de mûrir nos réflexions par rapport à tel ou tel point. Mais déjà qu'ils ont exprimé sur place, ils ont dit pourquoi ils ont voté abstention. Ils ont exprimé. Donc normalement, ça suffit déjà. C'est certainement les commentaires qu'il y a eu autour de ce vote-là qui ont suscité la conférence de presse pour pouvoir expliquer un peu. Puisqu'ils sont traités de boycotteurs, des gens des saboteurs, des gens qui n'aiment pas le développement donc de la commune. Et je crois qu'aucun conseiller ne peut accepter qu'on lui laisse cette odeur-là sur la peau. Tout n'était pas parti pour que ça soit une réaction de tic au tac. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le maire aussi doit répondre par rapport à ces différents points-là. Nous pensons, en tant que FCBE, nous pensons que la population d'Abomey-Calavi n'a pas besoin de ça pour le moment. On a plutôt besoin de trouver des solutions pour ceux-là qui sont inondés, de trouver des solutions pour nos voies qui sont dégradées, de trouver des solutions pour le développement réel. C'est de ça qu'on a besoin. Les caniveaux aux alentours des écoles Faucon, Sainte-Thérèse et le long des pavés dans le quartier Siamais dans la commune d'Abomey-Calavi sont à ciel ouvert. Une situation qui perdure depuis des années et qui cause d'énormes dégâts. Reportage Carnot François Ngwederento. On voit que c'est pas bien. C'est sale, comme vous le voyez, c'est très sale. Ça sent. Et souvent, il y a les moustiques qui nous dérangent. Ce qui n'est pas bon, selon ces citoyens, ce sont les caniveaux à ciel ouvert de la voie pavée du tronçon Pharmacie-Château Carrefour-Zocar qu'on retrouve dans le quartier Sémin, commune d'Abomey-Calavi. Depuis des années, ces caniveaux sont ainsi. Une situation que déplorent les populations. Ça dérange effectivement beaucoup parce que ceux qui n'arrivent pas à jeter leurs ordures dans les poubelles et autres, il n'y a plus de tas d'ordures dans la ville comme ça. Et ils sont dans la nuit, là, ils passent là et ils font que jeter les ordures et cela bouche les caniveaux. Tout est ouvert et puis il y a des tas d'ordures qui se prennent dedans et puis qui bouchent les trucs. Et puis les odeurs aussi, ça nous dérange aussi dans le quartier, vous voyez. Mais je vois que la mairie ne dit rien à propos de ça. C'est pas bien. Pourtant, ils cherchent les gens au lieu de s'occuper de ces caniveaux-là qui sont ouverts à ciel ouvert comme ça, vous voyez. Oui, ça nous empêche. Déjà que ça sent, est-ce qu'on peut s'arrêter là où il y a l'odeur nauséabonde? Ça sent, les gens ne s'arrêtent pas. C'est un tronçon qui est fortement emprunté par les usagers. Et dans ces conditions, les dégâts sont énormes. Les moustiques peuvent s'envahir dans le quartier et puis beaucoup de gens peuvent tomber dedans aussi. Ouais, c'est ouvert. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Les accidents, si quelqu'un fait moins, j'espère tomber dedans. Comme nous sommes dans la zone, franchement, ça sent. Et c'est à ciel ouvert. Les gens tombent dedans. C'est pas du tout normal. Oui, les caniveaux causent d'accidents parce que en temps de pluie que nous sommes, nous avons, ils ne sont pas bien faits. Deux, ils sont ouverts, à ciel ouvert comme ça, avec l'inondation, l'eau qui remplit tout le pavé là. On n'arrive pas à distinguer le pavé des caniveaux. Donc avec ça, des jeunes citoyens, des personnes, des voitures même arrivent aussi à entrer dans ces caniveaux là. Et pour les sortir, c'est des problèmes, des complications. Il faut donc penser à fermer ces caniveaux pour le bonheur des habitants du quartier. Si l'État pouvait nous aider à fermer ça, ça serait une bonne chose parce que ça cause beaucoup d'accidents. S'ils peuvent venir en aide
pouvoir réparer les caniveaux, ça nous fera plaisir. Le développement d'une nation passe par celui de la route, dit-on. Il ne faudrait donc pas que ces infrastructures routières réalisées soient source de malheur pour les usagers. Que les autorités compétentes pensent alors à leur réhabilitation. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, un sommet G5 du Sahel a lieu ce vendredi 9 juillet en visioconférence. C'est le premier depuis l'annonce de la fin progressive de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron participera à la réunion. Il devrait en profiter pour préciser les contours de ce désengagement. Le président français prendra part à ce sommet donc depuis l'Élysée, mais il ne sera pas seul. Il aura à ses côtés Mohamed Bazoum, le président nigérien. En février dernier, à N'Djamena, les dirigeants sahéliens et le président français s'étaient félicités des résultats obtenus face à l'État islamique du Grand Sahara dans la zone dite des 3 frontières. 5 mois plus tard, le temps n'est plus vraiment à l'optimisme. Le Burkina Faso a depuis été touché par la pire attaque sur son sol depuis 2015 et la situation au Mali ne s'est guère améliorée. La France a, elle, annoncé le retrait progressif de l'opération Barkhane. L'idée est de diviser par 2 d'ici à 1 an et demi le nombre de soldats français présents dans la région. Et puis au Mali, Choguel Maïga se prononce en faveur d'un organe unique pour l'organisation des élections. C'était la première rencontre jeudi à Bamako entre le Premier ministre malien Choguel Maïga et l'ensemble de la classe politique malienne. Le principal sujet des discussions a été les conditions d'organisation d'élections crédibles l'an prochain. En principe, la présidentielle et les législatives fin février 2022. Le Premier ministre annonce la mise en place d'un organe unique pour l'organisation des scrutins. En prenant la parole, le Premier ministre Choguel Maïga, entouré d'experts, a annoncé donc sa préférence, la création d'un organe unique pour l'organisation des futures élections au Mali. Mais pour d'autres partis politiques maliens, il y a un risque, celui de voir l'organe unique de gestion des élections, une fois créé, pris en main par les militaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gérard Roussa, présentation Clémence Tonoucoin.